vous avez eu un débat passionnant, ici même aux rencontres de Cara, sur le thème du dessous des cartes. Et suite à cette conférence et ce débat avec le public, et quelques thèmes assez importants, assez intrigants et même peut-être inquiétants sont apparus. Donc on aimerait bien discuter avec vous, notamment sur la question qui a été soulevée par Jean-Dominique Michel, qui, je le rappelle, est un expert en santé publique, anthropologue, et Philippe Bobola, lui, est physicien, biologiste, psychanalyste et anthropologue. C'est un parcours hors du commun qui lui permet de donner un éclairage multiple à ce qui se passe dans notre monde. Alors la question que je vous pose, qui a été soulevée donc par Jean-Dominique Michel, qu'est-ce que c'est que le complotisme éclairé ? Merci, mais écoute, c'est une expression que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, dans un commentaire, et elle m'a paru tellement bonne que je me suis proposé de la reprendre et de la faire circuler. C'est vrai qu'on est dans un moment, en tout cas, du côté de ceux qui n'adhèrent pas au discours dominant de grande créativité, donc l'intelligence collective est active, en tout cas dans ce registre-là, ou ces cercles-là. Elle l'est malheureusement beaucoup moins du côté des autorités, vu qu'il y a une pensée unique qui par définition éteint l'intelligence. Et parmi les pertes d'intelligence, on est aussi à une époque où la parole se désorganise, où les idées s'inversent, où des raisonnements abracadabrantesques sont présentés comme étant logiques. Et bien tout d'un coup, il y a une occultation généralisée du fait que ceux qui sont au pouvoir ont tendance à en abuser et que les magouilles et les complots existent dans notre société. Alors c'est très amusant à un certain niveau parce qu'on voit autour de la guerre en Ukraine qu'il y a toutes sortes d'informations qui nous viennent non filtrées, auxquelles on est censé croire d'emblée. Et puis pour ceux d'entre nous qui ont un tout petit peu de mémoire, on se souvient que les Américains ont produit des fausses preuves en Assemblée Générale des Nations Unies, qu'ils ont fait témoigner une infirmière éplorée dans une pouponnière dont les Irakiens avaient coupé les couveuses, qui en fait était la fille d'un ambassadeur du Koweït et c'était un coup monté. Donc pour moi en tant qu'anthropologue, c'est extraordinaire de voir que ce repère immémorial qui a fondé d'ailleurs toute la logique des contre-pouvoirs au sein d'une société, qui est que ceux qui ont le pouvoir ont tendance à en abuser, on n'a plus le droit de le dire parce que ça devient de la théorie du complot. Cela même alors que dans mon métier, on sait que la corruption systémique en santé est un problème gravissime et que même le British Medical Journal, qui est une des revues les plus respectées au monde, a dit en novembre 2020, attention, on n'a jamais vu une corruption pareille dans le domaine de la santé et ça tue des gens. Donc les mauvaises réponses sanitaires, elles ont tué des gens, elles ont été déterminées non pas pour protéger la santé de la population, mais pour faire fructifier certains intérêts. Et donc, comme il est devenu impossible de dire ça aujourd'hui sans se faire taper dessus, je crois qu'il est important de restaurer cette valeur de complotisme éclairé qu'on retrouve dans toutes les littératures, chez Shakespeare, chez Victor Hugo, chez Camus, chez tous les penseurs. On sait qu'il y a des problèmes de cet ordre et pour pouvoir être judicieux, c'est vrai que c'est important d'éviter des élucubrations. Il y a des théoriciens du complot qui racontent n'importe quoi, mais la manipulation, en l'occurrence, consiste à faire croire que des critiques ou des doutes légitimes sont du même ordre que penser que la Terre est plate ou que Klaus Schwab est un extraterrestre. Ça, en ce qui me concerne, effectivement, c'est du complotisme pas éclairé. Par contre, dire qu'on est dans une magouille sans précédent où tout le monde s'en met plein les poches, donc un grand nombre de gens s'en mettent plein les poches de manière éhontée, ben ça a du complotisme éclairé, c'est-à-dire qu'il y a des complots, on les voit, on peut les décrire, et donc voilà, c'est ce principe de réalité qu'on essaye de mettre, sachant que Philippe et moi sommes très attachés à essayer de comprendre qu'est-ce qui organise les phénomènes derrière ce qu'on en voit. Exactement. En 68, il y a eu tout un mouvement qu'on appelait le structuralisme, dont le but était de comprendre les fondements de notre savoir. Michel Foucault parlait d'archéologie du savoir. Donc, qu'on soit anthropologue, sociologue, historien, il y a toujours eu une vocation de comprendre l'époque dans laquelle on vit. Il faut rappeler que le terme de complotiste est né avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et on a mis ça en avant pour ridiculiser toute personne qui voulait faire une enquête. L'histoire commence avec Hérodote, et il parle d'enquête, hein. Les premiers historiens faisaient une enquête. Alors, le mot complot, bah, ça coupe court à tout. Si on est complotiste, ça veut dire que tout ce qu'on peut mettre comme argument est de l'ordre de la paranoïa,
de l'absurdité, de l'irrationalité, comme s'il y avait une seule voie directrice qui devait être prise. Et donc ça a marché parce qu'effectivement, ça permet aux gens qui n'ont pas vraiment de compréhension du monde dans lequel ils vivent d'avoir une idée force qu'on met en avant. On a vu ça aussi dans les banlieues où des gens qui étaient exclus de la société, on leur disait, vous savez pourquoi vous êtes exclus de la société? C'est parce que la France n'est pas coranique. Donc, à partir du moment où on redevient coranique, en tous les cas dans les cités, tout va bien. Donc, c'est une façon de donner une fausse analyse et une fausse interprétation à la situation. Et puis, ça dégage les gens parce qu'à partir du moment où on a dit de quelqu'un qu'il est complotiste, ça vaut même pas la peine de discuter avec lui. Alors, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui se pose des questions et qui aimerait le faire savoir pour devenir un complotiste éclairé? Alors, juste pour rebondir sur ce que Philippe vient de dire, il faut savoir que les documents relatifs à l'assassinat du président Kennedy devaient être déclassifiés cette année et que l'administration Biden a prolongé le temps de secret en disant que ça causerait des troubles graves à l'ordre public, que ça soit su. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pas catholique et qui poserait problème si c'était révélé. Et puis, vous savez que l'enquête en cours autour de l'explosion des gazoducs approvisionnant l'Allemagne en gaz russe est gardée secrète par la Suède, qui refuse de partager les résultats. Donc, je veux dire, quand on ne dit pas ouvertement les choses, c'est bien qu'on cherche à cacher le contenu de l'enquête. Et donc, c'est la définition même d'un complot. Donc c'est extraordinaire. On utilise cette étiquette pour disqualifier des gens qui se posent légitimement des questions par rapport à ce qu'on peut observer. Alors après, bien sûr, c'est faire usage de sa liberté d'esprit, aller se renseigner à différentes sources. Et au fond, le cœur du problème, et Laurent Mucchielli l'a évoqué ici, c'est que la presse ne fait pas son travail. Ça serait le travail de la presse de dégrossir cette matière, faire la part des choses, dire les versions des uns et des autres, et puis après, essayer de tirer des conclusions ou de conduire des enquêtes. Mais comme la presse aujourd'hui ne fait plus ça du tout, c'est-à-dire qu'elle se contente de dire aux gens ce qu'ils doivent croire et ce qu'ils doivent refuser parce que c'est de la désinformation et c'est pernicieux, ça veut dire qu'au fond, la population se retrouve en déshérence d'informations de qualité et donc ne peut plus attendre qu'on la lui apporte. Il faut aller la chercher par soi-même. Et là, on voit effectivement qu'il y a un peu deux catégories dans la population. Ceux qui se contentent de la parole officielle en disant « je vais pas, moi, simple individu, chercher à aller comprendre des choses trop compliquées, j'ai confiance dans ce que nous disent les autorités ». C'est malheureusement un peu court à la lumière de ce qu'on observe. Et puis ceux qui, au contraire, se disent « mais voilà, j'y vais, je m'aventure, c'est pas parce que je suis pas un médecin, un prix Nobel ou un gouvernant que je veux pas essayer de réfléchir les choses par moi-même ». Et après, évidemment, qu'il faut aller voir à des sources différentes, vérifier la crédibilité des sources, et puis après, faire ce travail de recouper les informations. Lui dit ça, elle dit ça. Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Vaccin est sûr et efficace ou l'injection génique. Bon, les dernières révélations aux États-Unis montrent un taux d'effets secondaires graves beaucoup plus important que tout ce qu'on a connu dans le passé. Est-ce qu'on peut vraiment croire la version des autorités que c'était sûr et efficace? Et se mettre au fond dans une forme de responsabilité par rapport au savoir. Oui, il y a un pas supplémentaire que j'ajouterais qui est la dérive du journaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut plus révéler la vérité parce que ça crée des troubles sociaux. Oui. Donc c'est un argument qu'on voit fleurir partout au Canada, en France. Vous vous rendez compte de la force de vos propos, vous allez créer du trouble. Alors Jean Cocteau disait la vérité est trop nue, elle n'excite plus personne. C'est un peu ça, quoi. On refuse d'aller vers la vérité sous prétexte que le public n'est pas prêt à recevoir la vérité, donc il faut mieux cautionner un mensonge. Parce que c'est plus de cohésion sociale, puisqu'on nous a mis dans une cohésion sociale basée sur le mensonge. Celui qui dit la vérité risque de morceler la société, donc c'est un terroriste. Voilà. Comme disait George Orwell, le journalisme, c'est de dire ce que les gens n'ont pas envie d'entendre. Mais exactement. Et là, Yves Poggio di Borga, qui est un ancien sénateur français, disait que ses amis journalistes lui disent « on sait que c'est les États-Unis qui ont fait péter les gazoducs, évidemment, et ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit de l'évoquer à l'antenne. » Donc vous voyez, quand un professionnel dont c'est le métier témoigne, je sais de sources sûres quelle est l'hypothèse la plus probable, on va rester dans le domaine de l'hypothèse, mais je n'ai pas le droit de l'évoquer parce que les médias au sein desquels je travaille me l'interdisent, on voit le degré
de trahison de l'information loyale, honnête et vérifiable en direction du public. Donc c'est à nous de nous bouger pour aller chercher ce que les entreprises et les services concernés ne nous apportent plus. Je pense que un complotisme éclairé, c'est un complotisme où on relie les informations les unes aux autres, comme a dit Jean-Dominique, avec évidemment le soin de vérifier les sources. Mais il faut oser le faire. Et moi, je me suis rendu compte que des gens qui n'avaient pas du tout de vocation de journaliste sont devenus des vrais enquêteurs, dans le sens où ils lient les choses les unes aux autres. Et on s'aperçoit d'ailleurs que les gens autodidactes sont plus à même de le faire. On appelle ça la cyberlittératie, c'est-à-dire des gens qui n'hésitent pas à aller vérifier les informations sur différents sites et vont pas s'auto-censurer sous prétexte qu'ils sont pas médecins, qu'ils sont pas économistes, qu'ils sont pas politiciens, qu'ils sont pas géopoliticiens. Henri Michaud disait on ne rêve plus, on est rêvé, mais je dirais qu'on ne pense plus, on est pensé. Et donc il y a tout un tas de gens qui ont été habitués à ce qu'on leur prémâche les informations et ils n'ont pas même l'habitude de le faire. C'est même pas qu'ils sont pas courageux. Soit ils s'autocensurent parce qu'ils sont en manque d'estime d'eux-mêmes, soit ils sont découragés, soit ils ont peur de découvrir la vérité. Et pensez-vous qu'il y a un espoir que les journalistes redeviennent des complotistes éclairés, ou en tout cas certains d'entre eux? Alors c'est très compliqué, les spécialistes du domaine parlent d'une paupérisation énorme du métier qu'on a vu, les rédactions ont été dégraissées et aujourd'hui on n'a que des journalistes privilégiés qui touchent des gros salaires et qui ont très peur de les perdre, C'est ça. et puis des journalistes prolétarisés, des pigistes, qui touchent très peu d'argent et qui ont peur de perdre leur métier, et donc je pense qu'il n'y a plus la colonne vertébrale aujourd'hui à l'intérieur des médias, sachant qu'en Occident, moi j'ai quand même à l'esprit cette saillie, cette sortie quand même assez impressionnante de l'ancien rédacteur en chef du Frankfurter Allgemein, qui disait, il est mort quelques semaines après, je ne sais pas si c'est un lien ou pas, mais que nous ne nous rendons pas compte à quel point aujourd'hui en Occident les médias sont des têtes de pont de la CIA. C'est entièrement instrumentalisé par une raison d'État, d'où la disparition de tout débat et de toute contradiction, et le fait que les groupes de presse aujourd'hui appartiennent à des oligarques, véreux souvent, c'est-à-dire des gens à qui l'État a donné par le capitalisme de connivence des rentes de situation. Patrick Drahi, qui possède Altis, est à la tête d'une montagne de dettes. Donc c'est des groupes qui se sont créés sur de la dette, avec des gens qui ont des liens directs ou indirects avec les services secrets. Le directeur de la rédaction de Libération est un ancien des services secrets israéliens. Et on voit bien que ça n'est plus le métier qu'on a connu. Je dirais que c'est à l'information ce que le McDo est à la gastronomie. Donc si on pense à la cuisine et à l'alimentation et que c'est le McDo qu'on a comme référence, je dirais que la presse d'aujourd'hui est du McDo par rapport en comparaison, et que dès lors, le métier auquel nous faisons tous référence n'existe plus. Et que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'effondrement des systèmes sociaux en cours en Occident, ce à quoi on aimerait se référer, ce que la plupart des gens encore ont à l'esprit, parce que quand les gens lisent Le Monde ou Libération ou écoutent la radio-télévision suisse, ils s'imaginent que c'est comme avant, et ils n'ont pas mesuré que ça a complètement changé. L'enseigne peut être restée la même, mais le contenu n'a plus rien à voir. Bien, je crois qu'on va conclure ici. Merci de nous avoir éclairés sur comment éclairer le complotisme et effectivement se substituer à ceux qui devraient le faire et qui malheureusement, pour les raisons que vous venez d'expliquer, ne le font plus. Oui, je crois que tout est devant nos yeux et simplement il faut enlever tous les obstacles que nous avons à l'intérieur de nous, de peur de ne pas être en mesure d'analyser la situation. Et c'est, à mon avis, un formidable coaching que la crise nous propose. Oui. C'est-à-dire arrêter de considérer qu'on n'est pas compétent, quoi.